Bienvenue sur le mont Gouraya, majestueuse éminence de l'Atlas télien en Kabylie, dont l'éperon rocheux du Cap Carbon, doté de son phare naturel le plus haut du monde, fend les eaux turquoises de la Méditerranée. De tout temps, les hommes se sont battus pour posséder ce site exceptionnel, classé aujourd'hui réserve de biosphère par l'UNESCO. Et de tout temps, ils ont trouvé dressées face à eux de grandes héroïnes nationales qui refusaient l'invasion. Tout comme la Kaïna, ici, il y a eu Lala ou Yema Gouraya, Notre-Dame de Gouraya pourrait-on dire. C'est devenu une sainte extrêmement respectée dont l'esprit libre continue de veiller sur cette somptueuse montagne qui porte son nom. Mais Myriam, tu nous fais un cours d'histoire ou quoi? Non, mais je descends très précisément du pic des singes et je suis venue vous parler du petit peuple du mont Gouraya, le singe Mago. Le mago, que l'on appelle également macaque berbère, est un singe tout à fait remarquable. Primo, c'est le seul macaque africain. Les 20 autres espèces de ce genre, pourtant nées en Afrique il y a des millions d'années, sont toutes asiatiques, comme le célèbre macaque rhésus, malheureux singe de laboratoire auquel l'humanité doit tant de découvertes fondamentales dans le domaine de la médecine. Ensuite, le mago est le seul primate, avec l'humain évidemment, à vivre au nord du Sahara, au Maroc, comme ici en Algérie. Et c'est le seul singe européen, puisqu'une petite population a été introduite sur le rocher de Gibraltar, au temps où les Maures étaient les maîtres incontestés de l'Andalousie. Mais nous, c'est ici, dans cette splendide Kabylie, que nous allons découvrir la vie très humanisée du mago. Et je suis sûre que chemin faisant, cette petite excursion simienne va nous raconter bien de jolies histoires. Le mago, également appelé macaque berbère, est un véritable montagnard au physique et au comportement adapté aux rigueurs de l'hiver. Son corps trapu, sans queue, à la fourrure dense et ses doigts courts le préservent des engelures. Sa reproduction saisonnière optimise les naissances au beau jour dans les populations éparses qui vivent au nord du Maroc et de l'Algérie. C'est directement au bord de la route que nous faisons nos premières rencontres. Myriam, tu nous fais quoi là? Là, je fais les petits bruits de bouche que font les singes quand ils s'épouillent. Ils s'épouillent puis ils vont... C'est un code en fait, et c'est très apaisant pour les singes. Ils ont l'habitude de vivre dans un milieu très anthropisé, un milieu très humain. Du coup, ils n'ont pas peur des humains, ils n'ont pas peur des voitures, ils se nourrissent au bord de la route. En même temps, ce sont des singes sauvages, donc c'est normal qu'on ne puisse pas les approcher. C'est eux qui nous donnent la distance en fait. Tu t'approches doucement et eux te disent « hop, là, t'es trop près ». Et tu vois, quand on respecte leur distance de sécurité, ils ont des comportements complètement naturels. Ils sont plutôt là très détendus, tu vois, elle est en train d'épouiller la femelle. Et l'épouillage, c'est super important chez tous les singes, parce que les singes sont des animaux qui vivent en groupes sociaux, et c'est un comportement de cohésion du groupe. Ça veut dire qu'on appartient au même groupe. Alors c'est pas pour s'enlever les puces ou les poux, hein, c'est vraiment du toilettage, quoi. Ça veut dire qu'on est amis, qu'on est intime, qu'on fait partie du même groupe. Mais nous, en tant qu'humains, on s'épouille aussi. On se fait tripoter les cheveux, des petits massages. Le massage, c'est une ritualisation de l'épouillage aussi. Bon, c'est bien d'être un bébé singe, hein. On a l'amour absolu de sa maman, on est protégé par tout le groupe. Bon, évidemment, la relation mère-jeune, elle est ultra fusionnelle, hein. Et les petits ont à peu près tous les droits. Vient un âge où
ils apprennent la vie en société et là, on leur apprend les bonnes manières. Ils n'ont plus le droit de rien faire. Et les mamans singes étant extrêmement strictes, quand elles disent non, c'est non. C'est pas non et puis après oui. Du coup, les petits savent exactement où se placer dans la hiérarchie du groupe. Tu vois là les petites boules qu'il a au coin des lèvres, le petit? Ça, c'est des abat-joues, c'est une adaptation des macaques. C'est une poche qu'ils ont de chaque côté de la bouche dans laquelle ils stockent la nourriture. Et puis après, ils se mettent ensuite un petit peu tranquilles à l'écart et ils peuvent manger tout ce qu'ils ont stocké dans leurs abat-joues. Et chez le petit, on voit bien parce que ça fait 2 petites boules, c'est hyper mignon. Alors, on va tout de suite mettre au point les choses. On ne descend pas des singes. On a des ancêtres communs, donc on est cousins germains. On a des grands-parents communs, mais on a continué à évoluer chacun dans notre famille, dans notre lignée, on est cousins. Et d'ailleurs, je vais vous proposer une petite ardoise pour vous expliquer quelque chose de très intéressant. L'ontogénèse retrace la phylogénèse. C'est des mots qui font très très peur, mais le concept est très simple à comprendre. En biologie de l'évolution, on dit que l'ontogénèse récapitule la phylogénèse. Globalement, le développement de chaque être, son ontogénèse, rappelle l'histoire évolutive de son espèce, donc sa phylogénèse. Par exemple, le développement de chaque être humain retrace toutes les étapes qui ont conduit à l'émergence de l'espèce humaine actuelle. Nous sommes d'abord unicellulaires, puis une masse pluricellulaire indifférenciée qui s'organise peu à peu en différents organes. Le jeune embryon formé présente des fentes branchiales éphémères qui rappellent les débuts aquatiques de la vie et une queue qui elle aussi disparaît. Enfin, les prématurés ont des pieds préhensiles, comme ceux de nos cousins simiens. Et tous les bébés marchent à 4 pattes avant d'acquérir la bipédie, puis longtemps plus tard, la parole. Et chacun sait que les petits-enfants se comportent comme les petits singes. Eh bien, dis donc, la météo est changeante dans le pays. Alors, on m'a dit, en bas de la montagne, il y a de l'eau, une source. Bon, il y a un monde fou ici. Alors là, il y a de l'eau, mais bon, une petite fontaine. Bonjour, monsieur. Bonjour madame. Excusez-moi, je cherche une fontaine où les singes viennent s'abreuver. Et je ne vois qu'ici, alors... Vous y êtes? Mais ils viennent pas boire ici? Si. Ici, au milieu d'un parking, avec plein de gens autour. Ouais. Ça doit être un peu stressant pour eux de venir boire. Oui, effectivement, c'est stressant parce que là, surtout en été, et ici, donc, on remarque qu'il y a une cohabitation entre le singe et l'homme. Ouais. Malheureusement, c'est une réalité. Donc là, on essaye quand même de sensibiliser les gens pour qu'ils comprennent que le singe aussi est un être vivant, il a besoin de boire. Nous espérons que les responsables du secteur se penchent un petit peu sur ce problème. Donc tout en créant d'autres points d'eau au niveau du parc pour essayer quand même de prendre en considération ce problème crucial de manque d'eau chez le singe. Et si je veux voir des populations dans leur habitat naturel, je vais où? Vous n'avez qu'à m'accompagner si vous voulez. Parce que vous travaillez sur les singes? Je suis enseignant-chercheur à l'université de Béjaïa. C'est vrai? Oui. Bon, c'est mon jour de chance. Enchantée, moi c'est Myriam. Enchanté, c'est Mourad Ahmin. Et vous étudiez les populations locales? Oui, il nous est arrivé de les étudier, et même en faire monitoring et un suivi. D'accord. Oui, si vous voulez les voir, il n'y a pas de... Ah oui, alors moi je suis curieuse de nature, alors oui, je veux bien les voir. Je suis là pour ça. On y va si vous permettez. Mais avec grand plaisir, je vous suis. Merci. On y va. En guise d'habitat naturel, c'est étrangement en direction de la ville que me conduit d'abord le professeur Ahmin. Là, on arrive vraiment en ville, hein. Plein de voitures, plein d'immeubles. Oh, regarde! Ah, mais il y a des singes sur le toit de la maison. Ah oui, effectivement. Ah, mais il y en a sur les grilles, il y en a partout. Mais là, on est carrément en ville, hein. Il y a des voitures. Oui, c'est un milieu anthropisé, hein. Donc là, effectivement, les singes peuvent descendre en ville.
Et ça pose pas de problème, cette cohabitation aussi proche? Si malheureusement il existe un conflit entre l'homme et le singe, alors le singe, à force de le nourrir, il devient semi-domestiqué pratiquement. Mais c'est un animal qui est extrêmement opportuniste. Effectivement. Surtout ici où l'accès à la ressource alimentaire, elle n'est pas permanente parce qu'il fait froid Exactement. l'hiver. Donc là, il vient et il rentre même dans les maisons. Ah là, ça doit poser quelques problèmes quand même. Hein. Ça pose des problèmes, effectivement. Même l'homme est obligé de se défendre quelque part. Là, donc, soit il les tue, soit il les empoisonne. C'est une vraie gestion, hein, les animaux proches des hommes. Donc c'est pour ça qu'il est de notre devoir de nous pencher sur cet état de fait et puis essayer de voir quelles sont les solutions pacifiques à trouver pour la gestion de ce grand conflit. Hein. C'est un grand conflit. Bien sûr. Et si on essayait de les voir dans un milieu un peu plus naturel, parce que là, il y a beaucoup de voitures, je trouve. Oui, on y va, avec plaisir. Après cette brève incursion citadine, retour vers la corniche où nous sommes sûrs de voir des magots. Bon, ils n'ont pas fini leur nuit encore, hein. Oh oui, le vieux, il dort sur l'arbre. D'ailleurs, il faut bien qu'on ait conscience à quel point c'est rarissime et c'est un privilège en quelque sorte de pouvoir être aussi près de singes néanmoins sauvages, parce que je vais vous montrer la vraie distance de sécurité des magots. La distance de sécurité, c'est la distance à partir de laquelle les animaux ne se sentent plus en confiance. Ces images d'une population sauvage montrent la distance normale à laquelle on peut s'approcher avant qu'ils ne prennent la fuite. Alors évidemment, sur des vrais singes sauvages, on ne peut pas avoir l'opportunité d'observer une maman épouiller son bébé pendant que le petit bébé tète, parce que là, ça veut dire qu'ils sont quand même parfaitement calmes, on ne les dérange pas. Il y a une structure familiale particulière chez le magot, donc ils vivent en famille, dans laquelle il y a plusieurs femelles, plusieurs mâles. Les bébés, on ne sait pas à qui ils appartiennent, parce que les femelles, elles s'accouplent avec différents mâles. Et de ce fait-là, les mâles se sentent tous très concernés par l'éducation des jeunes. Et ça, c'est assez rare aussi chez les singes. On aurait des leçons à prendre d'ailleurs, parce qu'ils sont vraiment très tolérants les uns vis-à-vis des autres, très coopératifs, et toujours dans la protection des jeunes. Il y a toujours le mâle qui intervient quelque part. Même s'il n'a pas le petit dans les bras, c'est la maman qui l'a dans les bras. Lui, il est juste à côté. Hein. Oui. Il surveille, après, dès qu'elle le lâche éventuellement, il le prend. Mais qui n'est pas forcément le père des jeunes. C'est un mâle du groupe. Et les jeunes sont aussi utilisés comme passeport, comme visa, pour pouvoir apaiser les relations quelquefois un peu tendues entre les mâles, notamment au moment de l'accouplement. Ah oui. Ça, c'est un peu de la paternité à la scandinave, ça, du coup. Ouais, oui, mais eux, ils ne savent pas qui sont leurs bébés. Les femelles magots, au moment du rut, présentent un extrême gonflement de leur région anogénitale. On parle de peau sexuelle. Drôlement confortable pour les bébés. Elles sollicitent l'accouplement de façon très explicite auprès de différents mâles qui disposent, mais jamais n'imposent. Le respect mutuel est de mise. Les vocalises spécifiques émises au moment du coït peuvent attirer la jalousie d'autres mâles. Mais les tensions sont vite apaisées par une petite montée rituelle, accompagnée des petits bruits de bouche réservés à l'intimité. Aussi placides soient-ils, les magots ont toujours un veilleur en place pour prévenir le groupe en cas de danger. Il y a un monsieur, il est en train de les nourrir. Ah oui, le monsieur, il leur donne à manger et il leur donne à manger quelque chose de naturel aussi. Ah ouais. Écoutez, c'est pas que je suis en train de les nourrir, mais c'est un petit complément alimentaire, c'est tout. Vous avez raison. Et du naturel aussi. Du naturel. Voilà. Et là, malheureusement, c'est pas tout le monde qui leur donne quelque chose de naturel. Ah oui. Il y a beaucoup de gens qui leur donnent des gaufrettes, des gâteaux, qui leur donnent du Coca-Cola. Oh non, il y en a même qui... il y a encore pire, il y en a qui leur donnent de la bière. Ah, c'est sûr. Et lui, c'est un singe, c'est un bouffe-tout, il mange tout.
C'est devenu des singes mendiants en fait, du coup. Voilà. Ah Alors, ouais, c'est donc pas... avec tout ça, le singe, il tombe malade. Et du coup, ils ont plein de maladies de la civilisation Oui, des humains, donc, quoi. voilà, on leur a donné nos maladies. Et les conséquences de tout ce qu'il y a à manger, de toutes ces saletés, Ouais. ils le payent au mois de décembre, au mois de janvier, quand il fait froid. Ils perdent leur poil. Ah oui? Oui. Ah, et alors là, un singe qui perd ses poils en Ah, hiver, et- ici où il fait très froid, il est condamné en Il fait. est condamné. Et si un singe dans le groupe attrape une maladie, ils vont le mettre en quarantaine. Ils vont le chasser. C'est pour préserver le groupe. Exactement. C'est-à-dire que s'il est malade, il peut transmettre une maladie. Et un singe tout seul, c'est un singe qui est Un foutu. singe tout seul, il est... Il est condamné. Autre problème, généré par cette trop grande promiscuité entre l'homme et le singe, la capture des jeunes pour en faire des animaux de compagnie. Un singe capturé est un singe condamné. Effectivement. On ne peut pas le laisser chez soi à la maison parce que là, c'est un animal sauvage. Hein. Donc là, il chaparde, il casse des choses, il peut toucher au téléviseur, il peut ouvrir le réfrigérateur, il peut casser des choses et ainsi de suite. Donc l'homme qui l'a capturé doit le rejeter. Et là, le problème, c'est qu'en le rejetant, il est aussi rejeté par sa propre famille. Parce qu'il n'est plus considéré comme étant un singe, il est considéré comme un intrus. Donc il est rejeté par l'homme et en même temps il est rejeté par le singe. Maintenant, il se retrouve où? Et dans la majorité des cas, la seule solution, c'est de le mettre dans les eaux. Oui, alors autant le laisser vivre ici, c'est quand même, il est mieux ici. Hein. Et il faudrait que les gens comprennent ça. Ouais. Le professeur Armim souhaite me faire part d'un autre danger auquel doit faire face la population de Mago, la destruction régulière de son habitat naturel par augmentation de la fréquence des incendies sous l'effet du réchauffement climatique. Ouais, ça va. Ouais. C'est extrêmement dense, hein, Mourad, le Oui. sous-bois, là. Oui, c'est une particularité des écosystèmes forestiers méditerranéens. Ouais. Ah, voilà, il y a de la myrte ici. Ah ouais. Voilà. Ça, ils mangent, ça, les singes. Ben oui, ils mangent ça, donc ça c'est la myrte, Myrtus communis. Et puis donc c'est parmi les fruits qui sont vraiment consommés par les singes. C'est bon. Oui, c'est bon. Ah, voilà, ici aussi, nous avons de l'arbousier. Ah, oh, que c'est joli, ce fruit. Ah, magnifique. Voilà, c'est aussi consommé par le singe, hein. C'est vraiment... Il est en fleurs, là. Voilà, il est Il est en en fleurs. fleurs et en fruits. Bah, ici, il y a beaucoup à manger pour les singes, la Mourad. Il y a tout. Il y a de l'arbouse, il y a des myrtes et du chêne-liège. Ils Oui, adorent les glands de chêne-liège. Ben voilà, ils sont là. Alors ça donne des très gros glands. Et ça, c'est très nourrissant pour les singes. Hein? Exactement. Donc là, le chêne-liège, malheureusement, a été brûlé. Vous voyez ici cet arbre. Tout est brûlé, ouais. Et D'ailleurs, tout ça c'est a que été de la brûlé, suie. oui, donc c'est de la suie. Et donc il a été léché par les flammes des incendies. Et là, donc vous voyez, attendez, je vais arracher du lit. Voilà. Ah, on voit bien là. Donc voilà. Parce que le liège, en fait, c'est l'écorce du chêne. Tous les chênes font du liège, mais un liège qui est très dur, il n'y a que ce chêne-liège-là qui a une écorce Exactement. souple et qu'on récolte, mais on n'enlève pas ça, qui est Pas la du- partie non. vivante de l'écorce. Exactement. Et ça, c'est la partie morte. Exactement. Et puis, c'est plus épais aussi, mais là, bon, tout a brûlé, alors évidemment. Ça a brûlé, donc ça n'a pas pu prendre une épaisseur assez importante. Non. Mais ça a protégé l'arbre, qui est toujours vivant malgré les incendies. Donc, on voit bien là l'adaptation des chênes-lièges aux incendies. Mais les singes sont moins adaptés aux incendies que les chênes-lièges. Exactement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne les retrouve pas actuellement dans les chênaies. Donc, ils se sont déplacés. D'accord. Parce que là, à force qu'il y a des incendies à répétition, Oui. donc ils reviennent, par exemple, après un incendie, la deuxième année, ils reviennent, et puis là, donc ils se sentent vraiment dérangés. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se déplacent vers d'autres endroits et vers d'autres lieux. Les travaux du professeur Armim montrent d'ailleurs une migration de plus de 200 km des populations de Mago vers l'est. Il me propose d'aller au dortoir les observer. Ici, dans le parc, tu sais qu'il y a donc 6 familles Ah oui, composées, d'accord.
composé de 10 à 35 individus. Ah oui, parce qu'au-delà de 35, c'est plus gérable, ils split. Hein, Voilà. Ça fait 2 nouvelles familles. Ouais, attendez, je suis avec la caméra. Ah là. non, 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 tu descends pas, tu vas tomber. Viens, viens, viens. Ah, voilà, il y en a un sur l'arbre là, tout en haut, tout à fait en haut. Oui, ah, il est tout en haut. Ils dorment pas plus protégés que ça. Pas plus, hein. Ben, s'ils sont protégés par le houppier de l'arbre ou bien par le feuillage de l'arbre. Hein. D'ailleurs, puisqu'on a un singe dans un milieu beaucoup plus naturel, il faut juste rappeler qu'ils jouent un rôle écologique aussi, les singes. Et le fait de les nourrir les perturbe au point qu'ils ne jouent plus ce rôle écologique. Et là, notamment dans les pins, ben, ils mangent les chenilles processionnaires du pin. Alors ça, c'est incroyable parce qu'elles sont très urticantes, mais eux sont capables de les manger. Et c'est un rôle écologique important, ça qu'ils C'est jouent. normal parce qu'ils nous débarrassent donc d'un parasite du pain. Ben oui, il faut les laisser sauvages dans la nature. Voilà. Ah, voilà, on est arrivé au dortoir. Et là, donc, si on s'asseyait sur ce rocher-là, on va attendre un petit peu et ils vont bientôt arriver. D'accord, ça me va. Et du coup, on va pouvoir... parce que j'ai quand même une petite question encore. C'est qu'on a parlé de famille, mais on a parlé de population, parce que les populations s'étalent du Maroc jusqu'à l'est de l'Algérie. Ouais. Mais est-ce qu'il y a des corridors écologiques pour que ces populations puissent échanger les individus, pour pas qu'il y ait justement de dérive génétique ou de choses comme ça? Vous savez, je vous répondrai que il y a réellement des espèces cryptiques, c'est-à-dire que ce sont les mêmes espèces phénotypiquement, Oui. mais génotypiquement, ce ne sont pas les mêmes. Elles ne sont pas reproductibles. Et là, Mais entre les magots? entre les magos. Ah oui? Oui, ça a été signalé au Maroc. Ah oui? Voilà. Alors là, Et- je crois que ça nécessite peut-être une petite explication. Oui, Parce c'est que tellement génotype, difficile. phénotype. On va faire appel à notre experte. Une espèce est un ensemble d'individus capables de se reproduire entre eux. En général, chez les animaux sauvages, tous les individus d'une même espèce ont la même apparence, on dit qu'ils ont le même phénotype. Mais quelquefois, on croit observer une seule espèce là où il y en a deux, car les individus ont la même apparence, donc leurs phénotypes sont semblables, alors que leurs génomes, donc leurs génotypes, sont différents. Ces individus qui se ressemblent sont donc incapables de se reproduire entre eux, car ils sont d'espèces différentes, on parle alors d'espèces cryptiques. Je récapitule. Des génotypes semblables peuvent donner une grande variation de phénotypes, c'est le cas des innombrables races de l'espèce unique du chien, mais quelquefois des génotypes différents peuvent donner des phénotypes semblables, comme chez les magots des différentes régions de l'Atlas. On parle alors d'espèces cryptiques. C'est quand même simple la biologie évolutive, non? Regarde. Ah oui. Ah, super. Il y a des singes, ils arrivent. Ainsi s'achève notre petite incursion dans le monde très humanisé des magots et vous avez vu que cette proximité avec l'homme ne leur est pas particulièrement bénéfique. L'alimentation déséquilibrée génère des maladies. Le non-respect de la distance de sécurité favorise le rapt des enfants et cette vie de mendiant désorganise totalement la structure familiale des groupes.
Mais cela nous a permis de les observer de près, de vraiment très très près. Et ça, c'est un réel privilège. Il y a évidemment encore beaucoup à dire sur les magots et sur cette splendide montagne qui épouse la mer, mais vous l'avez compris, ce sera pour d'autres bien jolies histoires. Quant à moi, je vais aller embrasser cette belle bleue qui m'appelle de tous ses flots.